Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, je vous propose une collection glaçante d'histoires paranormales. Et si vous souhaitez soutenir Mortis Media, cela signifierait vraiment beaucoup pour moi. Et pour une petite somme chaque mois, vous obtenez pas mal de contenu supplémentaire. Votre nom à la fin, un message d'anniversaire et bien plus encore. Alors, n'hésitez pas à consulter le lien vers Patreon si cela vous intéresse. Mais pour l'instant, il est temps de s'installer confortablement et de laisser les fantômes prendre le contrôle. J'étais plus jeune, probablement au début du lycée, et un ami et moi nous jouions avec une planche Ouija un soir. Nous avions entendu toutes les histoires d'horreur habituelles, mais nous le faisions surtout par ennui et par curiosité. Pour rendre ça plus authentique, nous avons décidé de nous poser des questions profondes et personnelles, des choses que l'autre ne pouvait absolument pas savoir. De cette façon, si la planche nous donnait de vraies réponses, nous saurions qu'il se passait quelque chose d'étrange. À un moment donné, j'ai posé la question. Pour vous donner un contexte, mon beau-père fait partie de ma vie depuis que j'ai 4 ans, et c'est le seul père dont mon amie ait jamais entendu parler. Pour elle, von Settar, il n'était pas mon seul père. Donc, quand j'ai posé la question, ce n'était pas quelque chose qu'elle aurait pu deviner ou inventer. La goutte a commencé à se déplacer lentement sur la planche. Monsieur A. R. J'ai levé les yeux au ciel et je me suis arrêté là. Ce n'était même pas du tout proche du nom qu'on m'avait dit en grandissant. J'ai haussé les épaules pensant que la planche était aléatoire ou défectueuse. Eh bien, avance rapide de 2 ans, j'ai grandi. Et à travers une série de conversations et finalement de confrontations, j'ai découvert que ma mère m'avait menti sur mon père biologique tout ce temps. Il s'est avéré que l'homme que je croyais être mon père ne l'était pas. Mon vrai père était un homme nommé Martin. Oui, M-A-R. Je n'ai même pas fait le lien avant plusieurs mois, quand mon ami et moi parlions de cette séance de Ouija, en nous rappelant à quel point certaines réponses avaient été effrayantes. Puis ça m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Nous nous sommes regardés en silence, et je jure que j'ai eu la chair de poule sur tout le corps. La planche me l'avait dit avant ma propre famille. C'est encore l'une des choses les plus folles et surréalistes qui me soit arrivée. Ma tante vivait autrefois dans la région minière de Pennsylvanie. Si vous connaissez Centralia, vous voyez de quoi je parle. Depuis plus de 50 ans, un incendie souterrain brûle sous la ville, ravageant les veines de charbon et laissant un paysage désolé. Même en hiver, on peut voir de la vapeur s'échapper de la terre fissurée, comme si le sol lui-même exhalait quelque chose de toxique. Le feu a ravagé les cavernes souterraines et même le cimetière de la ville, et avec le temps, la population a diminué. Ce qu'il reste maintenant, ce sont des routes défoncées et des maisons abandonnées, et seulement une poignée d'irréductibles qui ont refusé de partir. L'endroit est aujourd'hui extrêmement dangereux à cause du risque bien réel que votre maison soit engloutie sous vos pieds. Et vous serez envoyé dans un véritable enfer. Mais Centralia n'est pas la partie la plus effrayante de cette histoire. Ma tante et son mari vivaient à quelques villes de là, dans une vieille maison construite au-dessus d'un énorme gisement de charbon. À l'époque, les mineurs creusaient dans des galeries, on est partout sous la terre, et personne ne savait vraiment si ces tunnels passaient tous les jours sous leur maison. Et parfois, sans prévenir, le sol s'effondrait, les jardins s'affaissaient, les sous-sols se déformaient. C'était toujours un pari de vivre dans cette région. La maison que ma tante avait achetée avait une histoire imprégnée de tragédie. L'homme qui y avait vécu auparavant avait perdu sa femme dans un accident horrible. Elle est tombée dans l'escalier raide menant au sous-sol, directement sur le sol froid et impitoyable, là où ils avaient l'habitude de pelleter du charbon dans la chaudière pour chauffer la maison. Peu de temps après, le mari étant décédé exactement de la même manière. Il est tombé vers la mort, gisant brisé et seul au bas des escaliers, et son corps n'a été découvert que plusieurs jours plus tard. Quand ma tante et son mari ont emménagé, ils ne le savaient pas. Mais il ne leur a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. L'étrangeté a commencé doucement. Ils étaient dehors en train d'étendre le linge, quand soudain la radio changeait de station toute seule. Ma tante aimait écouter des stations à basse fréquence, du jazz doux, du soft rock, mais le cadran sautait sur des hautes fréquences qui diffusaient de la musique country à fond.
ce qu'elle n'aimait vraiment pas. C'était comme si quelqu'un réglait exprès la radio pour l'embêter. Puis les bruits ont commencé la nuit. Après le coucher du soleil, la maison s'animait, grinçait et gémissait. Ce n'était pas seulement le bruit d'une vieille maison. Qui travaille ? Les portes claquaient toutes seules, presque violemment, alors que personne n'était à proximité. Des bruits de pas résonnaient dans les couloirs. Mais lorsqu'il vérifiait s'il pouvait y avoir un intrus, il n'y en avait jamais. C'était cependant le sous-sol qui était le pire, le principal coupable. Chaque fois qu'il descendait les trams là-bas, que ce soit pour ranger quelque chose ou pour nettoyer, l'activité augmentait brusquement. L'air semblait plus lourd là-bas. Ma tante disait qu'elle avait toujours la sensation troublante d'être observée, et plus il faisait de changements dans la maison, plus cela semblait empirer. Une nuit, après des semaines de perturbations croissantes, ma tante a finalement craqué. Elle avait atteint son point de rupture. Elle s'est assise avec son mari et ils ont eu une idée aussi désespérée qu'étrange. Ils ont décidé de parler à l'esprit. Ils sont descendus à la cave, tout en bas de ces escaliers maudits, et ont parlé à leur haute voix à l'homme qui était de mort là. Ils ont supplié et imploré la paix. Ma tante lui a dit qu'il ne ferait pas non plus de changement dans la maison pendant quelques mois s'il acceptait simplement de les laisser tranquilles. Elle le jure. Après cela, elle a senti l'air changer, et les choses auxquelles se sont améliorées un moment. Pendant environ 7 ou 8 mois, la maison était calme, il n'y avait pas de bruit de pas, pas de porte qui claquaient, et la radio restait sur la même station. C'était censé durer, mais ce n'était que temporaire. Plusieurs années après la vente et le déménagement, les nouveaux propriétaires ont eu une expérience différente. La maison s'est effondrée, elle s'est affaissée exactement à l'endroit où l'homme était mort, au bas de ses escaliers. Certaines personnes ont accusé les anciens tunnels de charbon sous la maison, disant que le sol avait finalement cédé. Mais ma tante ne pense pas que c'était la terre qui bougeait, elle pense que c'était lui. Peut-être qu'il a finalement emporté la maison avec lui. Quoi qu'il en soit, la maison a disparu maintenant. Parfois, quand j'y pense, je me demande, était-ce le poids des mines de charbon qui a provoqué l'effondrement ou l'esprit de cet homme qui ne supportait pas de voir sa maison changer ? Qu'en penses-tu ? L'endroit où je travaille est une vieille maison de 3 étages, située dans le centre-ville d'une ville du Mississippi. Je ne sais pas exactement quand elle a été construite, mais elle a été agrandie à plusieurs reprises au fil des années. C'était une maison privée, un restaurant, un cabinet d'avocats et peut-être d'autres entreprises dont je ne suis pas au courant. Et depuis 2014, c'est le bureau principal de mon travail. En général, c'est un vieux bâtiment qui fait des bruits de vieux bâtiments de temps en temps. Depuis longtemps. J'étais souvent la première personne ici et parmi les derniers à partir, et j'ai entendu ce qui ressemblait clairement à des voix à l'étage. Quand je savais avec certitude que personne d'autre n'était là, et d'autres ont signalé des bruits similaires. Un soir de septembre 2015, Toys R Us a organisé un événement Force Friday pour la sortie de nouveaux jouets et produits dérivés de Star Wars, le réveil de la Force. 2 employés, David et Ronnie, ont décidé de se retrouver au bureau après le travail et d'aller ensemble à l'événement. J'ai oublié l'heure exacte à laquelle l'événement commençait, mais c'était assez tard pour que nous allions tous de notre côté et dînions avant de nous retrouver au bureau. J'ai été le premier à revenir au bureau. Je me suis garé sur le parking devant et j'ai remarqué Ronnie, qui habitait assez près à l'époque pour venir au bureau à pied plutôt qu'en voiture. L'absence de son véhicule n'était donc pas inhabituelle. Il montait les marches et j'ai supposé qu'il était allé au bureau. J'ai remarqué qu'il portait d'autres vêtements que ce jour-là, mais je n'y ai pas vraiment fait attention. Je suis sorti de ma voiture et je suis allé attendre avec lui jusqu'à ce que David et sa femme arrivent. En arrivant à la porte verrouillée, j'ai pensé que Ronnie l'avait juste fermée pour plaisanter. Je n'avais pas de clé pour la porte d'entrée, alors j'ai frappé mais Ronnie n'est jamais apparu. J'ai décidé de retourner à ma voiture. Et quand je l'ai fait, j'ai regardé et j'ai vu Ronnie remonter le trottoir depuis son appartement, portant les vêtements qu'il avait au travail, ce jour-là. J'ai décidé de ne rien dire.
Mais je suppose que j'étais visiblement mal à l'aise parce qu'il m'a demandé ce qui n'allait pas pendant que j'expliquais ce que j'avais vu. David et sa femme sont arrivés, alors je leur ai raconté aussi. Nous avons fouillé la zone. Notre bureau est clôturé sur 2 côtés, alors nous nous sommes séparés, pensant que quelqu'un avait peut-être contourné le bâtiment. Il n'aurait pas pu aller loin si nous les avions bloqués des 2 côtés, ce que nous avons fait, et nous nous sommes retrouvés derrière sans que personne ne voie qui que ce soit. On a un peu haussé les épaules, ou du moins eux, puisqu'ils n'avaient rien vu eux-mêmes. Mais ça me dérangeait toujours. Des mois plus tard, l'événement n'était plus du tout frais dans mon esprit. Et je suis arrivé tôt au travail un lundi matin et j'ai fait ma tournée habituelle pour allumer les lumières et verrouiller la porte d'entrée de l'intérieur. Avant de retourner préparer du café, j'ai remarqué que Ronnie se tenait près de la photocopieuse, me tournant le dos en supposant qu'il était déjà arrivé, pendant que je faisais le tour pour allumer les lumières. Comme j'avais désactivé le système de sécurité en entrant, personne n'était arrivé avant moi, j'ai dit bonjour et j'ai continué à marcher vers la cuisine. Il n'a pas répondu, alors j'ai supposé qu'il ne m'avait pas entendu. Plus tard dans la journée, et n'y ayant pas vraiment repensé, j'ai demandé à la femme de Ronnie, qui travaille aussi avec nous, où il était parce que j'avais besoin de son avis sur un projet. Elle m'a dit qu'il était malade chez lui. J'ai demandé ce qu'il avait car il semblait aller bien. Ce matin, elle a dit qu'il n'était pas venu du tout et qu'il avait été malade tout le week-end. 1 an ou 2 plus tard, un incident similaire s'est produit. Je suis arrivé tôt au travail, préparé du café, puis vu Ronnie monter au 2e étage. Mais ensuite, quelques minutes plus tard, lui et sa femme sont arrivés au travail et ils portaient des vêtements complètement différents. J'en avais parlé à quelques collègues au travail, mais ils ont tous simplement considéré cela comme une bonne histoire effrayante à raconter autour d'Halloween. Jusqu'au début de cette année. Jusque-là, j'étais le seul à avoir vu ce que nous avions surnommé l'autre Ronnie, ou du moins le seul à en avoir parlé. Mais un jour, notre chef de projet, Wade, l'a vu. Ce n'est pas vraiment quelqu'un de strict, mais ce n'est pas non plus le genre de personne à inventer des histoires. Il avait oublié quelque chose à l'étage en partant chez lui, alors il est revenu. À son arrivée au bureau, tout le monde était déjà parti et avait fermé. Il a récupéré ce qu'il avait oublié. Il est parti et a vu Ronnie assis au bureau à l'étage devant un ordinateur. Et, a-t-il dit, mais il n'a jamais eu de réponse, puis il est allé aux toilettes. Lorsqu'il est revenu, il a vu que Ronnie était parti, bien que la porte n'ait pas émis son habituel tintement à l'ouverture. Je n'ai pas revu l'autre Ronnie depuis, mais il m'arrive d'y penser et de rester attentif. Quelques points à noter. Bien que Ronnie porte toujours un jean, ce que Ronnie porte souvent, mais pas toujours, il a toujours été de dos. Ni Wade ni moi n'avons vu le visage, mais la silhouette et la taille paraissent identiques. Il ne parle jamais et ne semble vraiment rien faire. La seule fois où il y a eu un mouvement de l'autre Ronnie, c'est quand je l'ai vu monter les marches de devant cette première fois. Je suis curieux de savoir si quelqu'un a une idée de ce que cela pourrait être ou si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Après le décès de mon père, il s'est passé quelque chose dont ma mère n'aime toujours pas parler. C'était un après-midi banal. Elle traversait le salon, la lumière du soleil inondant la pièce par la fenêtre, comme d'habitude. Et là, il était assis sur le canapé, les jambes croisées, aussi calme que d'habitude. Il portait l'une de ses chemises préférées, du genre qu'il mettait avant de tomber malade. Il avait l'air en pleine forme, comme lui-même à nouveau. Il a croisé son regard, lui a adressé ce petit sourire, à moitié amusé, à moitié tendre, comme il le faisait quand il savait quelque chose que tu ignorais. Il n'était pas une brume, une ombre ou une silhouette scintillante. Il n'était pas transparent et il ne brillait pas. Il avait l'air complètement solide, comme de son vivant. Mais ma mère a toujours eu une peur bleue, des fantômes. Alors, au lieu d'être réconfortée, elle n'a ressenti que de la panique. Elle a lâché « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'as rien à faire ici. » Elle détourna les yeux une fraction de seconde, et quand elle regarda de nouveau, il avait disparu. Le canapé était vide, comme s'il n'avait jamais été là. Les années ont passé. Cet après-midi-là est devenu un sujet dont on ne parlait qu'à voix basse, si on en parlait. Jusqu'à une nuit où cela m'est arrivé. Je m'étais endormi dans le fauteuil inclinable du salon. Je me suis un peu agité parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes, mais je ne me suis pas levé.
C'est là que je l'ai senti. Quelqu'un était monté doucement sur moi et a posé sa tête sur mon épaule. Ce n'était pas effrayant, ce n'était même pas surprenant. Ça m'a semblé familier. Sans réfléchir, j'ai passé mes bras autour d'eux et j'ai rendu leur étreinte. Je sentais la forme du dos d'un homme, le tissu d'un maillot de corps sous mes mains. Le poids, la chaleur, l'odeur, tout en moi me disait exactement qui c'était. C'était mon père. Ce câlin procurait la même sensation qu'autrefois, quand il était en vie. Durant ces dernières années, il ne portait que des maillots de corps et des pantalons de pyjama, et à ce moment-là, il n'y avait aucun doute que c'était lui. Et puis je me suis complètement réveillé. Mais le fauteuil était vide. Mais ce sentiment est resté profondément en moi et je l'ai porté pendant des jours. Pas avec de la peur, mais avec de la paix. Je ne m'attends pas à être cru, mais je sais ce que j'ai ressenti et ce que ma mère a vu. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose après cette vie. Mon premier frisson remonte à l'époque où j'étais encore dans ma chaise haute. Ma chaise haute donnait sur le couloir de la caravane de mes grands-parents, où mes parents vivaient à l'époque. Je me souviens avoir pleuré pour ma grande sœur, de 4 ans, mon aînée, qui devait alors avoir 5 ou 6 ans, parce qu'elle souriait en me donnant à manger. Ma mère avait toujours une tension qui m'effrayait, causée par la dépendance de mon père. Je me souviens avoir mangé de la compote de pommes avec des bananes, car après avoir goûté la banane, j'ai levé les yeux avec excitation et vu cela. Je suppose que les gens l'appellent « l'homme au chapeau », mais d'après ce qui était enfoui dans mon esprit, c'était plutôt un démon. Le toit de la caravane faisait seulement 2,10 m à 2,40 m de haut, et cette silhouette touchait le plafond avec des yeux qui étaient facilement à environ 2 mètres. Mon père mesurait 1,93 m, et les fentes rouges l'auraient regardé de haut. Son chapeau ressemblait à l'un de ces vieux chapeaux de pêcheurs que les gens portent aujourd'hui comme des bobs, mais en plus rigides. Il avait un bord, et là, écoutez-moi bien, d'où s'échappait une sorte de fumée, comme de la brume. Tout son corps était d'un noir profond autour de lui. On aurait dit que la fumée s'en dégageait, tourbillonnant et soulevant son corps dans des flammes noires. C'est la seule façon dont je peux le décrire aujourd'hui. Ça me fait toujours aussi peur. Il m'a fait signe de la main avant de sortir par la porte d'entrée, donc je suppose que Atman n'est pas si mauvais que ça. Ma deuxième histoire, par contre, c'est quand j'ai dû sortir les poubelles un soir, quand j'étais plus âgé. Mon père avait été mis à la porte au plus fort de sa dépendance, et ma mère était depuis quelques années déjà dans sa nouvelle relation avec mon beau-père narcissique, depuis bien trop longtemps. Nous avons emménagé dans une maison non isolée. Mais tu pouvais sortir dehors en sous-vêtements et en soutien-gorge la nuit sans que personne ne te voie, si la lumière du porche était éteinte. À environ un quart de mile de chez nous, il y avait des buttes de terre, où des enfants faisaient empendre de la moto tout-terrain. Il y en avait environ 15, de taille et de formes différentes. Mon beau-père s'est fâché contre moi car j'ai préféré passer du temps avec mon père biologique. Une fois qu'il a recommencé à revenir dans nos vies et qu'il a su cela, j'étais terrifié par l'obscurité. Il m'a obligé à prendre 3 sacs poubelles pleins et à sortir dehors, pieds nus. Alors qu'il faisait entre 3 et 5 degrés, je n'avais que 8 ans. Je portais une robe pour marcher sur près de 400 mètres de terre et de cailloux. Après avoir parcouru la moitié du chemin, les 3 chevaux sont devenus fous puis se sont soudainement tus. J'avais 2 chiens de chasse de race pure qui ont alors grogné d'une manière que je n'avais jamais entendue chez aucun animal, ni en vrai, ni en ligne, ni à la télévision, ni ailleurs. C'était un grognement si profond et glaçant, comme s'ils étaient pointés prêts à mourir en se battant. Je suis resté figé. Mes pieds me faisaient mal. Je ne sentais même plus les picotements du vent. Depuis les ornières du monticule de terre, j'ai entendu ce grattement. La terre n'était pas assez dure pour que ça ressemble à du ciment qu'on gratte ou quelque chose comme ça. C'était trop rapide pour ne pas se remarquer à la façon dont ça sonnait. Presque comme une araignée avec des œufs en métal courant sur de l'acier. Mais rien dans les environs ne correspondait à cette description. Il n'y avait aucun endroit logique d'où ce bruit aurait pu provenir. Et dans ma panique, j'ai laissé tomber les sacs et j'ai couru, pour finalement me faire mettre dehors pour la nuit. En dormant sur les bottes de foin, je ne voyais rien à la lumière de la lune, mais le son des chiens qui grognaient et ce grattement épouvantable me hantent encore. Il y a une ville appelée Lerne, en Irlande du Nord, une très vieille ville maritime. Elle porte même des noms vikings.
Il y a des bâtiments dans la ville qui ont plusieurs centaines d'années et environ 20 000 habitants. Une longue rue principale avec tous les magasins, près de l'extrémité supérieure, abrite une bijouterie appelée Pollux. C'est une petite boutique, la façade mesure environ 4 mètres, et à l'intérieur, il n'y a que quelques mètres pour se tenir debout. Et vous êtes entouré de vitrines à hauteur de taille devant et des deux côtés. Quand j'avais 17 ans, une fille est sortie avec moi et m'a dit « Tu sais que cet endroit est hanté ?» Aucun détail, à part qu'elle avait entendu dire qu'ils avaient vécu des expériences étranges là-bas. 3 ou 4 ans plus tard, je travaillais dans un magasin de vêtements pour hommes sur la rue principale. Et une dame est entrée et mon patron a mentionné qu'elle venait de Pollux. J'ai profité de l'occasion autour d'une tasse de thé pour lui demander « Excusez-moi, ça vous dérange si je pose une question ? J'ai entendu parler d'un fantôme dans la boutique, est-ce que c'est vrai ?» Elle commence à me raconter, d'un ton calme et posé, comme si de rien n'était, qu'ils ont eu une véritable expérience de poltergeist pendant des années. Il se manifestait par une sensation constante d'être observé, des coups frappés sur les murs et sous le plancher par des mains invisibles et en déplaçant des objets en permanence. Dans le débarras, il lançait des boîtes sur son fils, le piquait, soufflait dans son oreille, et la situation empirait avec l'apparition de morsures. Des griffures sans qu'il ne ressente rien sur le moment. Un jour, après avoir passé du temps à installer une présentation de briquets, il est sorti, puis en revenant, il a découvert que tous les briquets étaient éparpillés partout. Comme si quelqu'un avait simplement balayé l'armoire du bras et tout jeté par terre. Le propriétaire m'a aussi dit qu'il travaillait souvent pour des bagues, des colliers ou des montres appartenant à des gens. Il arrivait que ces objets disparaissent d'un lieu pourtant fermé à clé. Ils cherchaient sans cesse et, après quelques mois, réapparaissaient dans des lieux improbables. Une fois qu'ils ont retrouvé un objet sous des planches clouées qui n'avaient pas été déplacées depuis des décennies. C'était le jeu préféré de l'entité. Elle disait qu'ils avaient appris à vivre avec cette entité. Mais la situation a empiré au point que son fils ne s'y sentait plus en sécurité. Ils ont décidé de faire venir un prêtre afin de pratiquer un exorcisme sur les lieux. Elle leur a dit qu'ils devaient tous se tenir la main pendant qu'ils parlaient à l'entité. Elle a ouvert les yeux en l'entendant parler d'une voix démoniaque, hurler et grogner. Elle a dit que son visage était complètement déformé et avait changé devant elle. Au final, les événements se sont calmés, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient jamais vraiment partis. La boutique essaie maintenant définitivement fermée. Je n'ai jamais revu la propriétaire, mais j'ai cru à chaque mot qu'elle a dit. Elle parlait avec tant de naturel et de détachement, c'était presque comme si elle me racontait ce qu'elle avait mangé au dîner. Depuis lors, je suis fasciné par les histoires de poltergeist. Est-ce une énergie que nous ne comprenons pas ? Est-ce une personne d'un autre plan ? Nous ne comprenons pas. Je suppose que je ne sais pas, mais j'aimerais bien le découvrir un jour. En novembre 2019, je suis allé avec 3 amis, dont 2 frères, dans leur ancienne maison de campagne juste à l'extérieur d'Ibarra, en Équateur. L'endroit avait un charme étrange. Pour y arriver, il fallait traverser ce vieux pont rouillé. Construit dans les années 80, l'un des frères a mentionné en passant que la zone sous le pont était réputée dangereuse. Les habitants disaient que des gens faisaient des rituels là-dessous, des sacrifices, des poulets, des chats, parfois même des personnes. L'autre frère a ajouté qu'Ibarra était connue, du moins officieusement, comme la ville avec le plus d'activités sataniques et liée à la sorcellerie en Équateur. Je n'ai jamais pu confirmer ça, mais ça m'est resté en tête. Alors que nous déchargions nos affaires dans la maison, mon autre ami, le rigolo du groupe, a ri et a dit « S'il y a du mal ici, qu'il se montre ». Rien ne s'est passé, du moins pas immédiatement. Plus tard dans la soirée, 3 d'entre nous, moi, l'un des frères et le même ami qui avait fait la blague, traînaient ensemble, dans cette longue pièce étroite qui était autrefois un garage. Il y avait 3 lits superposés en métal, une petite table et cette énorme vieille armoire en bois poussée contre le mur du fond. On aurait dit qu'elle venait d'un autre siècle, ornée, lourde et ancienne. On était près de la porte, à environ 6 mètres de l'armoire, à fumer un joint et boire une bière pendant que l'autre frère prenait des boissons dans la cuisine. Quand c'était à mon tour de tirer une taffe, j'ai entendu quelque chose. Un grincement de bois distinct,
comme un vieux lit ou une charnière de porte, mais prolongée, comme si quelque chose déplaçait lentement son poids sur les vieilles planches du plancher. Ça a duré quelques secondes, trop longtemps pour que ce soit rien. Je me suis arrêté, jointe à la main, et je me suis tourné vers le bruit. Et c'est là que mon sang s'est glacé. L'armoire bougeait et se balançait, tremblant violemment, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui essayait de se libérer de son enveloppe de bois. Je suis juste resté là, stupéfait. Mon cerveau avait du mal à comprendre. J'ai même regardé mon joint dans ma main en mode « Mais c'est quoi ce truc ?» Puis j'ai regardé mon ami à côté de moi, les yeux écarquillés, fixés au même endroit. Il nous a regardés et a dit « Vous ne savez même pas ce qui vient de m'arriver, je viens de partir en trip. » Et puis l'autre, très sérieux, a dit « Est-ce que ce truc vient de bouger ? On l'a tous vu, nous trois. » La chose a tellement tremblé qu'elle s'est déplacée de quelques centimètres loin du mur. Un instant plus tard, l'autre frère est entré avec la bière et s'est arrêté. « Pourquoi vous avez l'air d'avoir vu un fantôme ?» Nous lui avons raconté. Il a ri en pensant à une blague, mais nous avons insisté. Alors, ensemble, on s'est approché de l'armoire. C'était du bois massif et sacrément lourd. C'était un meuble qu'il faut être deux pour déplacer. Mais il avait clairement bougé. On pouvait voir la marque sur le sol à force qu'il soit resté là, et il n'y était clairement plus. Nous l'avons repoussé contre le mur et avons ouvert les portes avec précaution, prêts à libérer n'importe quelle entité démoniaque qui se cachait dans ses entrailles. Il n'y avait rien, seulement de vieilles couvertures roulées, et aucun de nous n'a pu vraiment dormir cette nuit-là. La maison était silencieuse, je suppose que nous nous attendions tous à ce que quelque chose en sorte. Le fait qu'il n'y ait rien rendait la situation encore pire. À ce jour, personne ne peut expliquer ce que nous avons vu, ce qui a secoué l'armoire, ni pourquoi cela s'est produit après l'invitation à une manifestation. Tout ce que je sais, c'est que quoi que ce soit, cela nous a blessés et a choisi de relever notre défi. Il y a environ 4 ans, j'ai emménagé dans la ferme de ma tante dans le sud-ouest de la Saskatchewan, vivant dans une vieille maison sur leur propriété. Au début, j'adorais l'endroit, mais il n'a pas fallu longtemps avant que je commence à me sentir mal à l'aise lorsque j'étais seul là-bas. J'avais l'impression que quelque chose m'observait à travers les fenêtres la nuit, et j'appréhendais toujours de sortir mon chiot dans l'obscurité. Les coyotes entouraient souvent la ferme, et même si notre chien de ferme les tenait généralement à distance, parfois ils s'approchaient trop près à mon goût. Il pleuvait et mon chiot devait sortir faire ses besoins. Les vaches dans le pâturage voisin étaient inhabituellement bruyantes, et j'ai entendu un étrange sifflement, mais je l'ai ignoré en pensant que c'était un hibou. Alors que je devenais de plus en plus frustré avec mon chiot, quelque chose d'étrange s'est produit. Derrière moi, j'ai entendu une voix grave et rauque dire « Va !» Je me suis figé. La voix a répété « Va !» comme si c'était prononcé à travers une vieille radio. Je me suis retourné, mais il n'y avait rien. Alors que je prenais mon chiot et que je me dépêchais de rentrer à l'intérieur, la voix a parlé une fois de plus. « Va !» J'ai passé le reste de la nuit enfermé à l'intérieur, avec les lumières et la télé allumées pour couvrir tout ce qui aurait pu se trouver dehors. Le lendemain matin, mon oncle a trouvé 2 veaux morts dans le pâturage, bien qu'aucun autre incident inhabituel n'ait été signalé. Quelques mois après, j'ai quitté leur ferme et déménagé hors de la province, tentant d'oublier ces événements. Cependant, quelques événements étranges ont de nouveau commencé à se produire après que j'ai déménagé de 2 provinces vers l'intérieur de la Colombie-Britannique. Il y a 1 mois, en hiver, j'ai sorti mon chien dans notre jardin près d'une autoroute et d'un sentier pédestre. Il faisait sombre et mon chien, qui adore normalement être dehors, a soudainement refusé de franchir la porte. Je l'ai encouragée à sortir, mais elle agissait étrangement, marchant à pas feutrés dans le jardin et fixant le garage. Puis, sans prévenir, elle a filé vers la maison et m'a tiré à l'intérieur. J'ai regardé vers le garage, mais je n'ai rien vu. Pourtant, un sentiment d'inquiétude m'a envahi. Et c'est là que je l'ai entendu à nouveau, un sifflement court et familier, le même son que j'avais entendu en Saskatchewan. Nous avons couru à l'intérieur et verrouillé les portes derrière nous.
Le lendemain, mon petit ami m'a dit que notre locataire avait trouvé de la viande devant sa porte. Suite au signalement d'empoisonnement de chiens dans le quartier, nous sommes devenus plus prudents. Mon petit ami et moi avons étrangement commencé à faire des cauchemars très similaires, souvent sur des situations de vie ou de mort, et nous nous réveillons stressés et épuisés. Avec tout ce qui se passe, surtout la façon dont cela affecte mon chien, je ne peux pas m'empêcher de sentir que quelque chose me suit. Et je me demande ce qui se passe vraiment. C'est arrivé à mon frère et moi il y a quelques étés. Il y a une vieille grange près de chez nous qui est immense et usée par le temps. Elle dépend d'une ferme abandonnée encore plus ancienne. On dit que les 2 propriétaires y sont morts il y a des décennies. Et même si cela n'a jamais été officiellement confirmé, tout le monde ici dit qu'ils sont enterrés derrière la propriété. L'endroit a vraiment la réputation d'être effrayant, et nous avions la permission d'y aller parce que nos parents sont proches des petits-enfants du propriétaire d'origine. Un soir après le coucher du soleil, mon frère et moi avons décidé de visiter la grange. Il espérait apercevoir les hirondelles rustiques qui nicheront dans les chevrons. On nous avait dit qu'on pouvait parfois les voir dormir, blotties et immobiles. Ça effraie certains, mais elles sont mignonnes. Pour comprendre l'étrangeté de ce qui s'est passé, il faut savoir comment la grange est organisée. Elle avait 2 portes, une à l'avant et une à l'arrière, mais seule la porte avant s'ouvre réellement. L'arrière est rouillé et bloqué. Et, ce qui est agaçant, l'interrupteur est à côté de la porte cassée, tout à l'opposé de l'endroit où l'on entre. Chaque fois qu'on entrait après la tombée de la nuit, il fallait traverser la grange plongée dans le noir pour atteindre l'interrupteur. Nous sommes entrés avec rien d'autre que la faible lueur du soleil couchant derrière nous. On est arrivé à l'interrupteur, on a allumé les lumières et on est resté un moment à discuter, à regarder les oisillons, juste pour passer le temps. Finalement, on s'est ennuyé. J'ai donné mon téléphone à mon frère pour qu'il puisse utiliser la lampe torche et voir. Pour éteindre les lumières et revenir en sécurité par la grange sombre, je suis resté près de la porte d'entrée, la tenant ouverte en l'attendant. C'est alors qu'il a soudainement appelé, la voix tendue. « Sam !» « Ouais, je vérifiais juste si tu étais toujours là. » Il semblait étrange. Sa voix trahissait une nervosité qu'il tentait sans succès de dissimuler. Quelques instants plus tard, il traversait la grange à grands pas vers moi. Peut-être que quelque chose l'avait effrayé. Nous n'en avons pas parlé tout de suite. Nous avons refermé la porte et commencé à marcher vers la maison. Ce n'était que lorsque nous avions parcouru quelques pâtés de maison, assez loin pour que la grange ne soit plus en vue, qu'il s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi. « D'accord, maintenant nous sommes loin de la grange. Est-ce que je peux te dire ce que j'ai vu ? » Et je n'oublierai jamais à quel point il avait l'air sérieux. Il ne plaisantait pas et il n'essayait pas de me faire peur. Il avait l'air pâle et sa voix avait une étrange intonation, comme s'il essayait de se contenir. Il m'a dit qu'alors qu'il balayait la lampe torche autour de lui, juste après avoir éteint les lumières de la grange, il a aperçu quelque chose dans le faisceau. Quelque chose de grand, au moins 2,10 mètres, se tenait à quelques pas de lui, immobile comme une statue. Sa peau semblait morte, son visage avait des yeux mais pas de bouche, juste un espace vide, là où elle aurait dû être. Et les yeux étaient montés fixés sur lui. Instinctivement, il a retourné la lumière, pensant que c'était peut-être moi qui essayais de lui faire peur, mais il n'y avait rien. Il a alors appelé mon nom pour vérifier que j'étais bien près de la porte, ce qui était le cas. Il ne m'a jamais raconté cette partie avant plus tard, mais il a dit que même si la bombe était vide, quand il a regardé à nouveau, il avait toujours l'impression que quoi que ce soit, c'était encore là. Et voici la partie étrange. Je l'ai un peu ressenti, pendant que je me tenais là, seul près de la porte d'entrée avant qu'il ne m'appelle. Je me rappelle avoir ressenti une étrange sensation dans la poitrine, comme si j'avais la tête qui tournait ou que j'étais vidé. Pas vraiment effrayé, mais comme si quelque chose me pressait. Aucun de nous n'a vu ou entendu quoi que ce soit après ça. Et je n'oublierai jamais l'expression de son visage quand il m'a raconté ce qu'il avait vu. À l'époque, nous vivions dans les bois profonds en Alabama. C'était une région rurale et tranquille. Quand soudainement, la paix a été troublée. D'énormes camions de terre allaient et venaient, des bois en continu, jour et nuit.
Ils transportaient de la terre depuis un endroit situé derrière notre propriété. Donc, naturellement, nous étions curieux. Au bout d'un moment, nous avons commencé à faire de longues promenades pour voir ce qui se passait, et finalement, nous avons trouvé la source. Ils ont creusé quelque chose, un grand trou qui ressemblait à l'entrée d'une grotte. Ça ne ressemblait pas à un chantier ou à un projet de construction. Il n'y avait aucun panneau affiché, aucune équipe autour, juste des camions. Dans cette grande ouverture dans la terre, nous n'avons jamais vu personne y travailler. C'est là que les choses étranges ont commencé à se produire. D'abord, il y avait des symboles. D'étranges marques apparaissaient en tauteux dans la terre près de notre maison. Elles n'étaient vraiment pas aléatoires. Il y avait quelque chose de délibéré dans ces marques. Des formes géométriques, des spirales, des lignes qui s'entrecroisaient selon des motifs que nous ne reconnaissions pas. Personne n'avait été vu près de la propriété pour expliquer comment c'était arrivé. Ensuite, nos enfants ont commencé à refuser de jouer dehors. Ils n'arrêtaient là pas de dire qu'ils voyaient des choses sombres avec des yeux verts dans les bois. Au début, nous pensions qu'ils étaient simplement effrayés par des ombres, ou peut-être qu'ils inventaient vraiment des histoires. Mais leur peur n'était pas sans fondement. Ils n'approchaient même pas du bord de la cour, surtout après la tombée de la nuit. Nos chiens, d'ordinaire énergiques, se sont aussi mis à agir bizarrement. Ils ne voulaient plus sortir dehors. Parfois, ils aboyaient ou grognaient sans raison, fixaient sur la fenêtre ou la forêt et se mettaient à trembler. C'était nouveau pour eux. Quoi que ce soit, cela les avait complètement bouleversés. La nuit, nous avons commencé à entendre des bruits, des sons sous la maison, des coups sourds, des raclements, comme si quelque chose de lourd roulait en dessous de nous. Une nuit, nous avons décidé d'aller voir. Lampe de poche en main, nous avons rampé sous la maison et c'est là que je l'ai vu. La meilleure façon de le décrire, c'est une personne arbre. C'est à ça que ça ressemblait. Grand avec de longs membres et une peau semblable à de l'écorce. Il bougeait comme une personne. Mais il y avait quelque chose d'inhumain dans sa façon de se tenir. Ce n'était pas une ombre et ce n'était pas non plus un animal. Il a alors lancé des pierres et je me suis enfui aussi vite que possible. Mais le moment le plus étrange est arrivé quelques nuits plus tard. J'étais dehors, près de la limite de la propriété, quand j'ai entendu mon mari m'appeler de l'autre côté de la rue, près d'une rangée d'arbres. « Viens ici », il a dit d'abord, calmement. Je n'ai pas posé de questions. J'ai reconnu sa voix et j'ai commencé à marcher vers les arbres. Il faisait presque complètement sombre à ce moment-là, et j'étais sur le point d'entrer dans les broussailles ombragées, en entendant un cri derrière moi. C'était mon mari qui criait depuis le porche. « Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis retourné. Il était juste là. Il n'y avait aucun moyen qu'il ait pu traverser la route, faire le tour et rentrer à la maison avant moi. J'ai alors réalisé que ce qui m'appelait depuis les arbres, ce n'était pas lui. Je ne me suis pas retourné, j'ai juste couru. D'autres choses étranges ont continué à se produire au cours des semaines suivantes. Des lumières qui clignotaient et sans raison, des objets qui bougèrent, encore plus de bruit à la nuit. Mais rien de tout cela n'était jamais constant. Juste ce malaise persistant, comme si on nous observait. Après près de 3 mois, les camions sont revenus, mais cette fois, ils ne transportèrent rien dehors. Ils rebouchèrent la grotte. Ils ont déversé des tonnes de terre dans ce trou, puis ils sont partis. Ils avaient tout simplement disparu. Et à ce jour, je ne sais pas ce qu'était cette grotte, ni ce qu'ils faisaient, ni ce qu'ils ont réveillé. Mais cela a affecté toute notre famille. Et nous, ainsi que la terre, ne sommes plus les mêmes depuis. Cela s'est produit quand j'avais environ 5 ans. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque, juste que ça m'a tellement effrayé que je n'arrivais plus à dormir. C'était une brochure d'Halloween, comme celle qu'on trouve dans toutes les aires de repos ou centres d'accueil en octobre. Celle-ci en particulier avait une citrouille enflammée sur la couverture et je l'ai vue au centre d'accueil de Lancaster. Quelque chose à son sujet, je ne sais pas, m'a fait peur. Je me souviens l'avoir fixée comme si elle me regardait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Des années ont passé et je l'ai oubliée jusqu'à ce qu'elle revienne dans ma vie. J'étais adolescent quand j'ai pris un autre de ces dépliants dans un fast-food. C'était la même citrouille flamboyante. Je l'ai ramenée chez moi, je l'ai glissée dans mon sac à dos et je n'y ai plus pensé. Mais c'est après avoir pris ce dépliant que les choses me sont devenues étranges.
Quand j'étais seul à la maison après le coucher du soleil, mon chien, qui était d'habitude calme et amical, se raidissait. Ses oreilles errantes se dressaient, puis il grognait d'une voix grave et sourde. Puis il se mettait à aboyer, des aboiements secs et paniqués, dirigés directement vers la fenêtre ou la porte d'entrée. Je pensais qu'il réagissait au retour du voisin ou à l'ouverture d'une porte de garage au loin. Mais ensuite, une sensation me frappait, une pure terreur, comme s'il y avait quelque chose dehors. Je vérifiais sous la fenêtre, le porche était vide, l'allée aussi, mais la peur était bien réelle. Quand j'ai essayé de parler à voix haute une fois, « Tu n'es pas le bienvenu ici, pars !» Et pendant un moment, ça marchait. Mais ça revenait toujours la fois suivante où j'étais seul. Finalement, j'ai commencé à devenir paranoïaque. Je ne pouvais même plus sortir le chien sans avoir l'impression que quelque chose nous observait. Et puis les ombres ont commencé à apparaître, de petites choses voûtées comme des enfants qui se faufilaient entre les arbres et les poteaux téléphoniques. Quand je promenais mon chien la nuit, je les apercevais du coin de l'œil et je rentrais chez moi en courant, le cœur battant à tout rompre. J'ai retrouvé la brochure, je l'ai déchirée, réduite en 100 morceaux, et une fois que je m'en suis débarrassé, tout s'est arrêté. C'est là que ça devient étrange. Je n'étais même pas sûr que c'était la brochure de Jason's Wood. J'avais aussi une brochure du chant des cris, une dans ma chambre à peu près à la même période, alors par précaution je les ai toutes les deux détruites. L'automne suivant, j'ai de nouveau pris une brochure du chant des cris et il ne s'est rien passé. Pas d'effroi, pas d'aboiement, pas d'enfant de l'ombre. Peut-être que tout cela n'était que mon imagination, ou du stress jusqu'à ce que je rapporte une autre brochure du bois de Jason chez moi. Cette nuit-là, exactement la même séquence a recommencé. Mon chien aboyait comme s'il voyait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Les vagues de peur oppressantes sont revenues dès que le soleil a disparu derrière les arbres, et les silhouettes sombres sont revenues. Je n'ai pas attendu, je l'ai déchiré immédiatement et il n'était jamais revenu. Je n'en ai plus jamais touché un depuis. C'est un sacré coup de marketing. Cependant, ils ont réussi leur coup parce que ça m'a vraiment fichu une sacrée trouille. Mais il n'y a aucune chance que je veuille y aller maintenant. Quelqu'un d'autre a-t-il déjà vécu ça ? Parce que je te jure, il y a quelque chose qui cloche avec ces brochures de Jason Bois. Je suis musulman et, dans le cadre de ma foi, je crois à l'existence des djinns. Tu en as peut-être entendu parler, ce sont des êtres mystiques faits d'un feu sans fumée. Ils ressemblent eux aux démons ou aux fantômes dont on parle dans d'autres folklores, mais les nôtres sont un peu différents. Certains sont bienveillants, tandis que d'autres sont malveillants. Ils vivent sur un plan au-delà de notre perception, invisibles aux yeux des humains la plupart du temps de toute façon. Parfois, ils peuvent apparaître dans notre monde, prenant la forme d'animaux ou d'humains, ou toute autre forme qu'ils désirent. Les mauvais djinns se nourrissent de peur et d'impureté, et sont donc attirés par les endroits chargés d'énergie négative, pouvant même s'attacher à des personnes ou des animaux. Mais lorsqu'ils se matérialisent dans notre dimension, ils ne peuvent pas le faire parfaitement. Lorsqu'un djinn prend une autre forme, il y a toujours un détail qui cloche. Peut-être un pied tordu à l'envers, une main avec un doigt en trop, un visage qui semble familier mais pas tout à fait correct. Presque comme les anciennes œuvres d'art faites par l'intelligence artificielle, il y a toujours des défauts. Quelque chose d'incongru et étranger. Je ne pensais pas le vivre un jour jusqu'à ce que cela m'arrive. Et laissez-moi vous dire que ce qui m'est arrivé cette nuit-là n'était pas seulement mauvais, c'était contre nature. Il était tard. Une nuit comme les autres, et j'étais allongé dans mon lit à faire défiler mon téléphone, essayant de m'endormir. Ma chambre est au premier étage d'une maison à 3 étages, donnant sur la cour avant. La nuit était calme et je ne pensais pas à grand-chose, j'essayais juste de m'endormir, puis je l'ai entendu. Un chat, je suppose, miaulait. Au début, je n'y ai pas prêté attention. C'est un bruit familier, des chats errants qui se battent, s'accouplent ou font leur vacarme habituel. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois-ci. Le hurlement n'était pas simplement celui d'un chat en chaleur. Le son résonnait dans la nuit, déchirant le silence. C'était désespéré et semblait venir juste derrière ma fenêtre. J'étais agacé, alors je me suis levé et je suis allé à la fenêtre pour voir ce qui se passait. J'étais déjà trop fatigué pour m'en occuper, mais la curiosité a pris le dessus et j'ai jeté un coup d'œil dehors. Mais je n'ai rien vu.
La rue était vide, baignée dans la lumière tamisée des lampadaires. Il n'y avait pas de chat. Le bruit avait disparu. Troublé, je me suis recouché en tentant d'éloigner cette étrange sensation d'inconfort. La maison était silencieuse et mon esprit était trop fatigué pour y penser. Alors j'ai repris mon téléphone et j'ai essayé de me concentrer sur l'écran, mais le bruit est revenu. Plus fort cette fois et plus proche, ce même hurlement assourdissant. Ma patience commençait à s'épuiser à ce moment-là. J'ai grogné et je me suis levé, me dirigeant de nouveau vers la fenêtre. J'étais déjà fatigué et frustré et je n'étais pas d'humeur pour ce genre de bêtises animales. En regardant de nouveau dehors, il n'y avait rien. La cour était vide. Les lampadaires projetaient en de longues ombres, déformant la forme du lampadaire, la rendant étrange. C'est à ce moment-là que j'ai vu une silhouette élancée. Elle avait l'air un peu inquiétante, mais il n'y avait aucun chat en vue. Cette fois, je suis resté un peu plus longtemps près de la fenêtre, scrutant les ombres, attendant que le bruit revienne. Désireux de trouver la source de ce bruit intrusif pour pouvoir être tranquille. Mais rien. Je commençais à me sentir mal à l'aise. Le son, bien qu'absent, semblait flotter dans l'air, résonnant dans mes oreilles. J'avais le sentiment que quelque chose clochait, mais j'ai choisi de l'ignorer. J'ai éteint mon téléphone, je me suis rallongé et j'ai fermé les yeux, espérant que le sommeil finirait par m'emporter. Et juste au moment où je pensais pouvoir enfin me reposer, je l'ai entendu à nouveau, plus fort et plus pressant. Cette fois, ce même hurlement misérable, mais cette fois il sonnait différemment, presque comme si une personne essayait de son mieux d'imiter le son du hurlement. Et pour ajouter à ma peur grandissante, on aurait dit que c'était maintenant juste à l'intérieur de ma chambre. Je me suis relevé d'un bond, le cœur battant et l'esprit agité, pour essayer de comprendre. Comment cela pouvait-il être dans ma chambre ? C'était impossible. Mais c'était là, faible et pourtant indéniable. Le son m'entourait complètement, enveloppant l'obscurité de ma chambre. J'ai couru jusqu'au bord de ma chambre, les mains tremblantes, en allumant la lumière. Quand la lumière a envahi ma chambre, le son a cessé, laissant un silence de mort. Le bruit de la brise nocturne et des grillons au loin sembla soudain s'interrompre, comme si un prédateur suprême venait de révéler sa présence. Ce silence soudain semblait anormal, et mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. Je restais figé, fixant la pièce vide, pas de chat, rien. Je commençais à me demander si je perdais la tête. J'ai laissé la lumière allumée, je ne voulais pas me retrouver dans le noir à nouveau. Mortifié, je restais là, à fixer les coins de ma chambre tout en regardant par la fenêtre. Le seul son que j'entendais était les battements de mon cœur. Chaque seconde me semblait s'étirer à l'infini. L'air était lourd, une sensation de malaise planait au-dessus de moi, comme si quelque chose m'observait. 20, puis 30, puis 40 minutes passèrent sans que rien n'arrive. Je commençais à me convaincre que ce n'était rien, juste un tour de mon esprit. Comme il était très tard, j'ai éteint la lumière et je me suis recouché, sentant l'épuisement m'envahir. J'ai fermé les yeux, me forçant à dormir. Quand j'ai enfin réussi à m'endormir, je me suis détendu et relâché. Mais cela n'a pas duré longtemps. Je me suis retrouvé dans un rêve, un cauchemar qui ressemblait à un souvenir que j'avais déformé et dont les détails avaient changé. Je courais dans une rue, ma rue, mais quelque chose n'allait pas. Tout était déformé et distordu. Les arbres étaient penchés à des angles étranges, les ombres s'étiraient dans trop loin, et le ciel avait un aspect vraiment étrange. Derrière moi, quelque chose me poursuivait. Je sentais son poids, la colère et la haine émanant de cette chose, quelle qu'elle soit. Mais je ne pouvais pas me résoudre à regarder en arrière, à céder à ma peur. Je ne pouvais plus l'ignorer, alors j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, et il était là. Une entité immense, plus sombre que tout ce que j'avais jamais vu. Sa forme changeait, comme des ombres dansant dans la nuit. Elle était immense, dominant au-dessus de moi. Ses yeux brillaient d'un jaune sombre et une vague glaciale de terreur m'a envahi. Alors qu'elle s'approchait, chacun de ses pas faisait trembler le sol sous moi. Je me suis retourné et j'ai couru plus vite, mais elle se rapprochait. Je sentais son souffle dans mon cou. Elle a ricané, son rire était grave, guttural et résonnait dans l'air. Et puis elle était juste là, l'entité s'est jetée sur moi. J'ai essayé de me protéger, couvrant mon visage avec mes bras, mais je me suis soudainement réveillé.
le cœur battant la chamade, l'alarme hurlant à mes oreilles. La pièce était faiblement éclairée par l'aube naissante, mais quelque chose clochait. Je me suis assis, confus, ressentant encore la terreur que le rêve m'avait laissée. Cette créature ou entité, quoi que ce fût, semblait tellement réelle. Puis je l'ai remarqué. Ma fenêtre était ouverte. Je l'avais verrouillée la veille au soir, j'en étais sûr, mais elle était là, entr'ouverte. Je me suis figé. Je ne pouvais pas l'expliquer. Mon esprit s'efforçait de comprendre, mais je n'y arrivais pas. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, tandis que je me précipitais vers la fenêtre, la refermant, la verrouillant fermement. Mais la sensation d'être observé ne m'a jamais quitté. Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard. Je ne pouvais oublier ce rêve ni cette chose sombre qui me poursuivait. Quelque chose n'allait pas, j'ai essayé d'ignorer cela pour le moment et j'ai continué le reste de ma journée. Mais lorsque je suis arrivé dans mon allée ce soir-là, j'ai vu un chat noir. Il a traversé la cour à toute vitesse, à une allure presque surnaturelle. Il s'est arrêté et est sorti de la voiture. J'ai décidé d'aller voir car quelque chose me paraissait étrange, sans vouloir être paranoïaque. J'ai regardé autour et le chat avait disparu. Je n'arrivais pas à me défaire de l'impression d'être observé. Rentré à l'intérieur, je restais très mal à l'aise face à la situation. J'ai tenté de me distraire avec des jeux vidéo, mais cela n'a pas aidé. Cette angoisse me rongeait. J'avais l'impression d'avoir un harceleur qui attendait, juste hors de vue, en train de m'observer. Je suis allé me coucher tôt en espérant trouver un peu de repos. Mais dès que je me sentais prêt de m'endormir, je l'ai entendu à nouveau. Le même bruit que j'avais entendu la nuit dernière. Le hurlement d'abord lointain et faible, puis de plus en plus fort et proche. Je voulais l'ignorer. Je voulais croire que ce n'était qu'un chat errant en chaleur. Au fond, je savais que ce n'était pas un chat ordinaire. Je me suis endormi car j'étais assez fatigué, et le bruit ne cessait jamais. Acceptant que ce n'était qu'un félin très bruyant et turbulent, j'ai décidé de ne pas y prêter attention. Cependant, comme si c'était prévu, j'ai ressenti une angoisse, différente de tout ce que j'avais ressenti avant de me réveiller, clignant rapidement des yeux pour m'adapter à l'obscurité. J'ai réalisé que mon corps était paralysé, comme si quelque chose appuyait sur moi. Je ne pouvais pas bouger. Mon corps refusait d'obéir et la panique montait dans ma poitrine alors que j'essayais de bouger mes membres. En réalisant à ce moment-là que je faisais une crise de paralysie du sommeil, j'ai commencé à réciter une incantation, une prière qui offre une protection contre le mal. Je ne pouvais bouger que les yeux, alors j'ai hurlé la prière dans ma tête. Et en faisant cela, j'ai réussi à me tourner légèrement et à regarder vers ma fenêtre. Là, c'était le chat, ce maudit chat noir qui avait causé tous ces problèmes. Assis sur le rebord de la fenêtre, et la fenêtre était de nouveau ouverte, ses yeux brillaient dans le noir, ses miaulements étaient un des hurlements, maintenant c'était pratiquement des cris. Mais quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai regardé ses pattes se tordre, se plier en arrière. C'était tellement anormal. On aurait dit que ses os avaient été réarrangés, le contorsionnant comme aucun être vivant ne le pourrait. La vue de ça m'a donné la nausée. Je voulais crier. J'avais tellement envie de hurler, mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Puis le chat a fait quelque chose d'impossible. Il s'est levé sur ses deux pattes arrière et m'a souri en me regardant droit dans les yeux. Mon cœur s'est arrêté et j'étais paralysé. Il s'est approché, ses membres tordus, effectuant des mouvements saccadés et anormaux, envoyant des vagues de terreur dans tout mon corps. Son corps étirait la fourrure, se dissolvant dans l'obscurité. La forme du chat avait maintenant disparu, remplacée par un vide d'abîme. J'ai alors entendu une voix rauque, comme un chuchotement. Les mots semblaient un croc étrange, et étrangers, mais en quelque sorte reconnaissables. Pourtant c'était une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. Cela n'avait pas d'importance. Le son de sa voix m'a glacé le sang. À ce moment-là, j'avais fini de réciter la prière de protection, et je commençais à reprendre le contrôle de mes membres. Au moment où j'allais bouger sans prévenir, la créature m'a regardé, son sourire s'effaçant pour laisser place à la colère. Elle a traint à pousser un cri horrible, glaçant le sang, puis à sauter par la fenêtre, me lançant un dernier regard avant que son corps, se tordant dans la nuit, ne disparaisse dans l'ombre. Je suis resté là, immobile, paralysé. La terreur s'accrochait à moi comme une seconde peau.
Et après ce qui s'était passé, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, ni la suivante. Parce que lorsque je fermais les yeux, je ressentais cette même présence. Le chat étrange n'est jamais réapparu, et je n'ai plus jamais entendu les miaulements non plus. Dans les jours qui ont suivi, les choses d'y semblaient en redevenir normales. Chaque fois que je passais devant une surface réfléchissante, je craignais qu'une ombre ne vacille à la limite de mon champ de vision. La terreur que j'ai vue, que j'ai entendue, reste avec vous. La nuit, j'essayais de m'endormir rapidement, de peur de l'entendre à nouveau. Le hurlement le plus faible et le plus glaçant au loin. J'espère qu'aucun d'entre vous n'a jamais vécu ça. C'est vraiment troublant. Je commencerai par dire que je me considère comme un mélange sain de sceptique et de croyant, quelqu'un vraiment indécis. Sans preuve ni évidence de l'existence de quelque chose, j'adopte par défaut le scepticisme. Mais j'ai vécu assez de choses, mon Krijum, pour savoir que le surnaturel existe en général, et je crois aux choses que j'ai personnellement vécues. J'aborde la religion de la même manière. Je suis agnostique, mais aussi païen. Je ne peux pas croire en un Dieu sans preuve, mais si cette preuve m'était apportée, je reconnaîtrais que les divinités existent. Que je les vénère personnellement ou non est une autre question, mais c'est surtout parce que mon adoration a déjà été revendiquée. Pour moi, le scepticisme et la croyance peuvent aller de pair. Le scepticisme limite la croyance pour permettre à la pensée rationnelle de l'expliquer. Je peux penser à 2 expériences en particulier qui m'ont aidé à alimenter cette croyance, là où il n'y aurait autrement que du scepticisme. Ce ne sont pas les seules occurrences surnaturelles que je pense avoir vécues. Mais j'ai grandi assez longtemps dans le Minnesota rural pour le savoir, pour éviter de regarder sur le bord de la route la nuit afin de ne pas risquer d'obtenir cette preuve. J'ai aussi pratiqué ma part de sorcellerie et de divination. Et comme je l'ai dit, j'ai mes propres formes de foi, mais pour moi celles-ci sont différentes. Passons à mes expériences. La première a eu lieu au milieu de l'école lors d'un voyage scolaire à Washington District de Columbia. Nous étions sur la pelouse devant la Maison Blanche. Si vous connaissez la manifestante restée en permanence devant la Maison Blanche grâce à une dérogation à l'interdiction des manifestations non organisées. Tant qu'elle restait à cet endroit, c'était cette zone. Je ne sais pas si elle est toujours là, mais c'est le meilleur contexte que je puisse donner. Je devais aller aux toilettes, alors je suis allé dans les sanitaires du parc à proximité. En m'approchant, j'ai remarqué une femme assise sur un banc du parc en face des toilettes. Au début, elle avait juste l'air d'une sans-abri assise en train de se reposer, mais quelque chose chez elle me semblait très étrange. Elle était assise là, me fixant directement, avec un regard de malveillance qui m'a vraiment donné des frissons dans le dos. Je me sentais mal à l'aise près d'elle, mais à l'époque, je ne comprenais pas ce que je ressentais, et pensais que c'était juste de l'anxiété sociale liée au fait d'être observé. J'ai alors remarqué des insectes, sans savoir si c'était des abeilles, guêpes ou frelons. Mais ils volaient en essaim dans l'air et rampaient partout sur elle, se posant sur sa peau. Et pendant tout ce temps, elle ne réagissait pas. À l'époque, j'avais une phobie des insectes, sur laquelle j'ai travaillé, Donc dès que j'ai senti la terreur et la panique m'envahir, j'ai presque pris la fuite. Ce n'est qu'après, quand ma crise de panique s'est calmée, que j'ai vraiment réalisé à quel point tout cela était anormal. Je ne sais pas ce qu'elle était. Peut-être que c'était juste une vieille femme qui avait plus besoin de se reposer que de se soucier de l'essaim d'insectes piqueurs qui rampèrent activement sur sa peau. Mais je ne pense pas qu'elle était humaine. Le deuxième incident a eu lieu des années plus tard. Je livrais pour une pizzeria tard la nuit. J'étais le dernier, il ne restait que moi et le responsable de fermeture. Cette nuit-là, j'avais veillé tard, j'étais arrivé tôt pour mon service et ça se prolongeait. Après la fermeture, il nous restait de nombreuses livraisons avant de commencer le nettoyage. Petite parenthèse, je vous en prie, n'appelez pas pour une livraison une demi-heure avant la fermeture. Cette seule livraison peut faire la différence entre devoir travailler 1 heure de plus après la fermeture. Inutile de dire que j'étais épuisé. En livrant sur une route secondaire, j'ai aperçu quelque chose dans la lumière de mes phares. Ça ressemblait à un chien ou à un loup, sombre et grand. Il m'a semblé qu'il brillait dans mes phares en traversant la route. La route faisait un large virage qui contournait une grande colline. Après que le chien noir ait traversé, je m'attendais à ce qu'il monte la colline. Je le surveillais de près car j'ai déjà percuté assez d'animaux et je ne voulais pas recommencer.
Il n'est pas monté sur la colline, il est entré dans la colline. Il faisait sombre et j'étais fatigué. Est-ce que ça aurait pu être un tour de mes yeux ? Peut-être, mais mes pleins phares n'en étaient allumés et c'était juste devant. Quand il a rebondi hors de la route et dans la colline nue, il n'y avait pas d'arbre pour qu'il se cache avant le sommet de la colline. Je ne suis pas toujours très observateur, sauf pour les animaux sur la route, une exception que j'ai apprise. Je comprends que ces histoires ont des explications rationnelles, mais quelque chose en moi me dit qu'elles étaient loin d'être rationnelles. Et il y a quelque chose de paranormal en dessous de tout ça. Qu'en penses-tu ? Salut les gars, c'est Mortis Media ici, et j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo paranormale de ce soir. Si c'est le cas, ce serait super d'avoir vos avis dans les commentaires ci-dessous. Je tiens aussi à remercier tout spécialement mes membres et mécènes dont les noms s'affichent à l'écran. En s'inscrivant, ils bénéficient de certains avantages exclusifs comme leur nom affiché à l'écran en ce moment, des vidéos exclusives, d'autres contenus sympas, un message d'anniversaire et le choix d'un sujet. Il y a tout un tas d'avantages, et cela signifierait vraiment beaucoup si vous pouviez rejoindre leur rang avec un petit don mensuel, si vous le souhaitez. Mais c'est tout pour moi. Je reviendrai demain pour des histoires de pompes funèbres. C'est en fait une très bonne vidéo et je sais que parfois les gens sont moins enclins à regarder des sujets qui ne sont pas très populaires. Mais j'espère que vous lui donnerez une chance pour que YouTube ne sabote pas la vidéo tout de suite. Très bien, alors passez une bonne soirée les gars. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve demain. Bonne nuit.